Monsieur Vernochet, bonjour. Oui, bonjour à vous. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Youssef Indy. Bonjour à vous, Jean-Maxime Corneille. Je voulais vous poser la question suivante. Lorsque je vous avais rencontré, je vous avais dit précisément que votre petit ouvrage sur le wahhabisme mériterait d'être vraiment beaucoup plus connu. Comment expliquez-vous que tout d'un coup, les médias semblent découvrir justement l'existence du wahhabisme, qui n'est quand même pas récente? Alors, c'est une excellente question, peut-être un peu anticipatoire, mais j'assiste à une véritable révolution dans les médias. On se met, comme s'il y avait une libération de la parole, on se met à aborder des sujets qui jusqu'à présent étaient passés sous silence ou même tabous. Alors on se met à parler du wahhabisme, certes, mais pourquoi? Mais nous reviendrons sur cette question sans doute un peu plus tard, parce qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est en train de chuter de son trône et qu'elle est dans le collimateur des puissances occidentales. Et comme l'Arabie Saoudite est le foyer, le cœur même du wahhabisme, je signale au passage que le Washington Times, je crois, ou non, c'est le New York Times, a dit que l'Arabie Saoudite, c'était un Daesh qui avait réussi. Intéressant, oui, point exactement intéressant qui annonce ma question suivante. Justement, pensez-vous que, disons que par rapport à l'histoire, lorsque l'on voit un État chuter, il y a d'autres forces en présence, est-ce que vous pensez que la relève précisément de l'Arabie Saoudite avait déjà été prévue? J'entends envisager, vous, possible qu'une succession ait déjà été prévue. Comment se fait-il? Alors, depuis longtemps, depuis au moins 15 ans, il y avait eu un fameux livre d'un Français, Muraviex, écrit d'ailleurs fort mal, qui avait rédigé un rapport pour la Rand Corporation. Sauf que les conclusions étaient à l'époque peut-être un peu trop brutales, un peu trop hâtives, mais qui montraient bien que toute une partie des néoconservateurs américains voulaient déjà détruire l'Arabie Saoudite. Mais les liens étaient tellement puissants entre la famille Bush, la famille Ben Laden, les intérêts croisés et intriqués jouaient un tel rôle, et puis il y avait le fameux pacte passé entre Delano Roosevelt et le roi Ibn Saoud en 1945, au retour de Yalta, sur le croiseur Kinsey, qui faisait qu'il y avait une alliance pétrole contre défense, armement et autres, qui ne pouvait pas être rompue du jour au lendemain. Mais maintenant, je crois que nous sommes parvenus à terme et que les jours de l'Arabie Saoudite sont comptés. Alors on va passer à l'actualité brûlante. Comme vous le savez, un Sukhoi russe a été abattu hier par un ou deux F-16 turcs. Non pas dans l'espace aérien turc, mais dans l'espace aérien syrien. Donc l'espace turc n'a pas été violé. Comment expliquez-vous l'acte de la Turquie? Est-ce un ordre venant des États-Unis ou une initiative entre guillemets personnelle? De toute évidence, il s'agit d'une provocation. D'une provocation de la part d'un homme, le président Erdogan, qui est connu non pas pour son imprévisibilité, mais pour sa mégalomanie. C'est un homme qui à la fois suit, comme on dit aujourd'hui, l'agenda américain, mais a son propre calendrier d'action, son propre programme. Alors, pourquoi être passé à l'acte? Tout simplement parce que les Russes étaient en train de matraquer, non pas des rebelles syriens, comme dit l'AFP, mais des rebelles dits turkmènes, minorité protégée, grosse minorité, en fait des Turcs nomades, protégés par la Turquie, par Ankara, par M. Erdogan. Mais à l'intérieur de ces Turkmènes, il y avait certainement plusieurs milliers de Tchétchènes. Et les communiqués du Kremlin disent bien qu'on était en train de frapper des ressortissants russes, citant le chiffre de 2000. Ce qui était intolérable pour M. Erdogan. Nous n'entrerons pas encore tout de suite, c'est-à-dire aujourd'hui, dans le détail de ces événements, mais par cette action, M. Erdogan veut signifier qu'il a de facto instauré une zone d'interdiction de vol. À la fois pour ménager un espace turkmène
qui avancerait pour empiéter sur le domaine proprement dit kurde, alors que pour contrebattre le projet américain de Kurdistan au nord de la Syrie et de l'Irak, et en même temps pour avoir une sorte de sas d'évacuation des populations syriennes pour mieux les envoyer en Europe, puisqu'il s'agit véritablement d'actes de guerre. On a beaucoup parlé du terrorisme du 13 novembre, mais ces vagues migratoires hallucinantes qui déferlent sur la vieille Europe sont un acte de guerre, et c'est à mon avis beaucoup plus grave encore que le terrorisme sanglant que nous venons de connaître. Vous estimez donc possible que la Turquie ait eu une vision enthousiaste justement de ses frontières, justement pour oser descendre un avion russe comme ça, c'est-à-dire que la Turquie ils ont franchi se le faire pas. passer comme là. Ils ont franchi le pas. Je pense que M. Erdogan veut pousser au feu. On annonce d'ailleurs la création de cette no-fly zone, cette zone d'interdiction aérienne, donc interdiction de vol pour les avions russes, et non pas pour la coalition, dans les tout prochains jours, d'ici dans moins d'une semaine. Donc ça, c'est une information strictement confidentielle, mais qui est un fait dont nous devons tenir compte. Et de ce point de vue, on peut imaginer que cette action a été opérée avec l'aval, au moins l'aval, verbal, tacite des Américains. Et donc en ce sens, est-ce que vous envisagez que la France puisse être vraiment mise entre deux feux quelque part, entre son intervention contre Daesh, et peut-être qu'elle va être poussée à prendre le parti plutôt de la Turquie que de la Russie? Envisagez-vous ce genre de surincident possible? Alors il y a des solidarités à la fois européennes, mais la Turquie ne fait pas partie de l'Europe, mais en tout cas atlantique, le fameux article 5, et on parle de plus en plus du recours à l'article 5. Si la Turquie se déclare acclarée, c'est pour ça qu'on peut évoquer la provocation, essayer depuis toujours, d'ailleurs que ce soit en Ukraine ou là, de pousser la Russie à la faute, à réagir de façon intempestive, et à ce moment-là, ça sera la Russie qui sera responsable d'un conflit qui ne sera plus régional, mais qui sera européen, enfin donc une guerre générale. Nous n'en sommes pas encore là, toujours... C'est ça, oui, vous pensez qu'on peut faire passer la Russie finalement pour responsable de ce qui va se passer? C'est le jeu habituel. C'est quand on veut faire la guerre, vous savez, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a des poux ou qu'il a la rage. Et donc là, toujours, c'est une constante dans l'histoire, c'est l'autre, lorsque l'on veut faire la guerre, c'est toujours l'autre qui doit engager les hostilités et apparaître comme le coupable, d'ailleurs, parce qu'ensuite, sans parler du jugement des vaincus, mais lorsqu'il s'agit, il y a toujours des traités de négocier, des traités de paix, et ces traités de paix comportent des réparations, et ces réparations sont à la charge de celui qui a pris l'initiative des hostilités. Donc je crois qu'il y a là une manœuvre. Monsieur Poutine sont beaucoup trop efficaces, ont révélé à la fois l'inefficacité de la coalition euro-atlantico-arabe conduite par les États-Unis. Là, c'est quelque chose d'intolérable, et surtout contrecarre la politique qui vise essentiellement et exclusivement au renversement du régime, c'est-à-dire à l'éviction du président Bachar. D'ailleurs, M. Obama l'a répété, M. Hollande, comme un petit perroquet, a suivi la voie de son maître, et nous a répété aussi que M. Bachar devait dégager le plus vite possible. Il faut, je pense aussi, se rappeler que la Turquie n'en est pas à sa première provocation, parce que depuis le début du conflit syrien, la Turquie a déjà abattu au moins un avion de chasse syrien. Tout à fait. Récemment, la Turquie a pointé du doigt la Russie qui a survolé l'espace aérien turc pendant 1 minute, et immédiatement a fait appel au fameux article 5 et a voulu déjà commencer non pas une guerre, mais en tout cas démarrer les hostilités contre la Russie suite justement aux provocations contre la Syrie. On voit que la Turquie cherche à déclencher une guerre. En tout cas, je ne sais pas si c'est la Turquie elle-même est proprement dit, mais elle a l'OTAN derrière elle.
Rappelons que l'article 5 n'a jamais été invoqué jusqu'ici, malgré tous les conflits depuis la naissance de l'Alliance Atlantique, malgré tous les conflits qui ont émaillé, que ce soit en Europe. Souvenons les guerres balkaniques des années 93. Je crois que la Turquie joue un rôle tout à fait néfaste, mais avec le soutien actif à la fois de Washington, mais également de Riyad, de Doha. Rappelons que des armes anti-aériennes solaires extrêmement puissantes de fabrication américaine viennent d'être vendues par l'Ukraine à Jabhat al-Nusra, donc Al-Qaïda, soutenu officiellement par les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France. Ces armes ont transité nécessairement par le territoire turc, ont payé par le Qatar et sont actuellement à pied d'œuvre. Ce sont des armes américaines qui font des dégâts. Alors j'ai vu une vidéo, comme tout le monde, d'un hélicoptère détruit par un missile TOW américain, un missile anti-char. Mais l'hélicoptère est posé au sol et il est impossible de savoir si c'est véritablement un Sikorsky, un hélicoptère de combat russe, quoi que ce soit. Ça paraît être un hélicoptère léger, donc ça serait dans les hauteurs, enfin dans le Jabal Alawit au-dessus de l'attaqué. Enfin tout ça peut être de pure propagande. Toujours est-il que la guerre est actuellement à un tournant. Je viens de signaler ce projet de zone d'exclusion aérienne, projet turc, mais apparemment la Russie, et cela a été dit, ça a été dit dans la Pravda, qui est même, si ce n'est plus le grand organe communiste d'autrefois, reste un médium bien informé, qui nous dit que la Russie envisagerait des frappes sur le Qatar et l'Arabie Saoudite. Vous voyez qu'il y a une inflation, et ça, ce sont des propos tout à fait récents et tout à fait précis, puisqu'il faudrait aller chercher le terrorisme à sa source et à sa racine. En continuant cette idée, envisagez-vous possible un retour de l'histoire, c'est-à-dire que si le wahhabisme historiquement a été mis en place par les Britanniques, envisagez-vous la possibilité que les Russes démettent quelque part le wahhabisme d'une façon ou d'une autre? On est dans un scénario défaire le wahhabisme, pourquoi pas? Il y a déjà eu 3 royaumes wahhabites. Le dernier en date n'a pu naître et exister, se maintenir au départ que par les Anglais, les Britanniques, qui ont à l'époque passé un accord, un accord de compromis. Il n'y avait pas de rétablissement à partir de 1924, pas de rétablissement du califat, mais les Séouds devenaient les gardiens de la Mecque. Je rappelle qu'il y a eu une bousculade, comme il y en a chaque année, bousculade qui n'aurait pas fait 700 morts, mais 2600 morts, bousculade qui aurait pu être provoquée volontairement pour arrêter, enlever, tuer un certain nombre de hauts dignitaires iraniens, notamment de l'entourage du guide Ali Khamenei, du guide suprême de la Révolution. Ces 2600 morts viennent compléter la longue série nécrologique de 20 000 morts, je crois, en 10 ans, ce qui, aujourd'hui, des voix commencent à s'élever dans le monde musulman, et pas seulement dans le monde arabe, pour savoir si les Séouds sont vraiment légitimes dans ce gardiennage, dans cette conservation des lieux saints de la Mecque. Je rappellerai que cette bousculade aussi, que la sécurité à la Mecque est assurée par une société anglo-danoise, mais en fait israélienne à la base, et que ces gens semblent jouer un rôle tout à fait étranger même à la vocation religieuse et sacrée de cette ville qui, par ailleurs, en dehors des buildings hyper luxueux, semble être un dépotoir et un havre de misère comme il en est peu sur la planète. Donc les Séouds sont-ils dignes d'être encore les gardiens de la Mecque, alors que ce sont normalement les Hachémites, c'est-à-dire les rois de Jordanie, les héritiers du roi Hussein de Jordanie, et donc s'il y avait des frappes de la part des Russes, là nous assisterions véritablement à une reconfiguration géopolitique de la région en profondeur, mais les Américains n'ayant plus tout à fait la main, et c'est peut-être ça ce qui les gratouille et les chatouille. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous deux. Et merci à toutes et à tous. À très bientôt.
À ce moment-là, ça sera la Russie qui sera responsable d'un conflit qui ne sera plus régional, mais qui sera européen, enfin donc une guerre générale. Nous n'en sommes pas encore là, toujours... C'est ça, oui, vous pensez qu'on peut faire passer la Russie finalement pour responsable de ce qui va se passer? C'est le jeu habituel. C'est quand on veut faire la guerre, vous savez, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a des poux ou qu'il a la rage. Et donc là, toujours, c'est une constante dans l'histoire, c'est l'autre, lorsque l'on veut faire la guerre, c'est toujours l'autre qui doit engager les hostilités et apparaître comme le coupable, d'ailleurs, parce qu'ensuite, sans parler du jugement des vaincus, mais lorsqu'il s'agit, il y a toujours des traités de négocier, des traités de paix, et ces traités de paix comportent des réparations, et ces réparations sont à la charge de celui qui a pris l'initiative des hostilités. Donc je crois qu'il y a là une manœuvre. Monsieur Poutine sont beaucoup trop efficaces, ont révélé à la fois l'inefficacité de la coalition euro-atlantico-arabe conduite par les États-Unis. Là, c'est quelque chose d'intolérable et surtout contrecarre la politique qui vise essentiellement et exclusivement au renversement du régime, c'est-à-dire à l'éviction du président Bachar. D'ailleurs, M. Obama l'a répété, M. Hollande, comme un petit perroquet, a suivi la voie de son maître et nous a répété aussi que M. Bachar devait dégager le plus vite possible. Il faut, je pense aussi, se rappeler que la Turquie n'en est pas à sa première provocation, parce que depuis le début du conflit syrien, la Turquie a déjà abattu au moins un avion de chasse syrien. Tout à fait. Récemment, la Turquie a pointé du doigt la Russie qui a survolé l'espace aérien turc pendant 1 minute et immédiatement a fait appel au fameux article 5 et a voulu déjà commencer non pas une guerre, mais en tout cas démarrer les hostilités contre la Russie suite justement aux provocations contre la Syrie. On voit que la Turquie cherche à déclencher une guerre. En tout cas, je ne sais pas si c'est la Turquie elle-même est proprement dit, mais elle a l'OTAN derrière elle. Rappelons que l'article 5 n'a jamais été invoqué jusqu'ici, malgré tous les conflits depuis la naissance de l'Alliance Atlantique, malgré tous les conflits qui ont émaillé, que ce soit en Europe. Souvenons les guerres balkaniques des années 93. Je crois que la Turquie joue un rôle tout à fait néfaste, mais avec le soutien actif à la fois de Washington, mais également de Riyad, de Doha. Rappelons que des armes anti-aériennes solaires extrêmement puissantes de fabrication américaine viennent d'être vendues par l'Ukraine à Jabhat al-Nusra, donc Al-Qaïda, soutenu officiellement par les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France. Ces armes ont transité nécessairement par le territoire turc, ont payé par le Qatar et sont actuellement à pied d'œuvre. Ce sont des armes américaines qui font des dégâts. Alors j'ai vu une vidéo, comme tout le monde, d'un hélicoptère détruit par un missile TOW américain, un missile anti-char. Mais l'hélicoptère est posé au sol et il est impossible de savoir si c'est véritablement un Sikorsky, un hélicoptère de combat russe, quoi que ce soit. Ça paraît être un hélicoptère léger, donc ça serait dans les hauteurs, enfin dans le Jabal Alawit au-dessus de l'attaqué. Enfin tout ça peut être de pure propagande. Toujours est-il que la guerre est actuellement à un tournant. Je viens de signaler ce projet de zone d'exclusion aérienne, projet turc, mais apparemment la Russie, et cela a été dit, ça a été dit dans la Pravda, qui est même, si ce n'est plus le grand organe communiste d'autrefois, reste un médium bien informé, qui nous dit que la Russie envisagerait des frappes sur le Qatar et l'Arabie Saoudite. Vous voyez qu'il y a une inflation, et ça, ce sont des propos tout à fait récents et tout à fait précis, puisqu'il faudrait aller chercher le terrorisme à sa source et à sa racine.
En continuant cette idée, envisagez-vous possible un retour de l'histoire, c'est-à-dire que si le wahhabisme historiquement a été mis en place par... Ménager un espace turkmène qui avancerait pour empiéter sur le domaine proprement dit kurde, alors que pour contrebattre le projet américain de Kurdistan au nord de la Syrie et de l'Irak, et en même temps pour avoir une sorte de sas d'évacuation des populations syriennes pour mieux les envoyer en Europe, puisqu'il s'agit véritablement d'actes de guerre. On a beaucoup parlé du terrorisme du 13 novembre, mais ces vagues migratoires hallucinantes qui déferlent sur la vieille Europe sont un acte de guerre, et c'est à mon avis beaucoup plus grave encore que le terrorisme sanglant que nous venons de connaître. Vous estimez donc possible que la Turquie ait eu une vision enthousiaste justement de ses frontières, justement pour oser descendre un avion russe comme ça, c'est-à-dire que la Turquie ils ont franchi le pas. Comme là. Ils ont franchi le pas. Je pense que M. Erdogan veut pousser au feu. On annonce d'ailleurs la création de cette no-fly zone, cette zone d'interdiction aérienne, donc interdiction de vol pour les avions russes, et non pas pour la coalition, dans les tout prochains jours, d'ici dans moins d'une semaine. Donc ça, c'est une information strictement confidentielle, mais qui est un fait dont nous devons tenir compte. Et de ce point de vue, on peut imaginer que cette action a été opérée avec l'aval, au moins l'aval, verbal, tacite des Américains. Et donc en ce sens, est-ce que vous envisagez que la France puisse être vraiment mise entre deux feux quelque part, entre son intervention contre Daesh, et peut-être qu'elle va être poussée à prendre le parti plutôt de la Turquie que de la Russie? Envisagez-vous ce genre de surincident possible? Alors il y a des solidarités à la fois européennes, mais la Turquie ne fait pas partie de l'Europe, mais en tout cas atlantique, le fameux article 5, et on parle de plus en plus du recours à l'article 5. Si la Turquie se déclare acclarée, c'est pour ça qu'on peut évoquer la provocation, essayer depuis toujours, d'ailleurs que ce soit en Ukraine ou là, de pousser la Russie à la faute, à réagir de façon intempestive. Monsieur Vernochet, bonjour. Oui, bonjour à vous. Bonjour à vous, Youssef Indy. Bonjour à vous, Jean-Maxime Corneille. Je voulais vous poser la question suivante. Lorsque je vous avais rencontré, je vous avais dit précisément que votre petit ouvrage sur le wahhabisme mériterait d'être vraiment beaucoup plus connu. Comment expliquez-vous que tout d'un coup, les médias semblent découvrir justement l'existence du wahhabisme, qui n'est quand même pas récente? Alors, c'est une excellente question, peut-être un peu anticipatoire, mais j'assiste à une véritable révolution dans les médias. On se met, comme s'il y avait une libération de la parole, on se met à aborder des sujets qui jusqu'à présent étaient passés sous silence ou même tabous. Alors on se met à parler du wahhabisme, certes, mais pourquoi? Mais nous reviendrons sur cette question sans doute un peu plus tard, parce qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est en train de chuter de son trône et qu'elle est dans le collimateur des puissances occidentales. Et comme l'Arabie Saoudite est le foyer, le cœur même du wahhabisme, je signale au passage que le Washington Times, je crois, non, c'est le New York Times, a dit que l'Arabie Saoudite, c'était un Daesh qui avait réussi. Intéressant, oui, point exactement intéressant qui annonce ma question suivante. Justement, pensez-vous que, disons que par rapport à l'histoire, lorsque l'on voit un État chuter, il y a d'autres forces en présence, est-ce que vous pensez que la relève précisément de l'Arabie Saoudite avait déjà été prévue? J'entends, envisagez-vous possible qu'une succession ait déjà été prévue? Comment se fait-il? Alors, depuis longtemps, depuis au moins 15 ans, il y avait eu un fameux livre d'un Français, Muraviex, écrit d'ailleurs fort mal, qui avait rédigé un rapport pour la Rand Corporation. Sauf que les conclusions étaient à l'époque peut-être un peu trop brutales, un peu trop hâtives, mais qui montraient bien que toute une partie des néoconservateurs américains voulaient déjà détruire l'Arabie Saoudite. Mais les liens étaient tellement puissants entre la famille Bush, la famille Ben Laden, les intérêts croisés et intriqués
jouait un tel rôle. Et puis il y avait le fameux pacte passé entre Delano Roosevelt et le roi Ibn Saoud en 1945, au retour de Yalta, sur le croiseur Kinsey, qui faisait qu'il y avait une alliance pétrole contre défense, armement et autres, qui ne pouvait pas être rompue du jour au lendemain. Mais maintenant, je crois que nous sommes parvenus à terme et que les jours de l'Arabie Saoudite sont comptés. Alors on va passer à l'actualité brûlante. Comme vous le savez, un Sukhoi russe a été abattu hier par un ou deux F-16 turcs. Non pas dans l'espace aérien turc, mais dans l'espace aérien syrien. Donc l'espace turc n'a pas été violé. Comment expliquez-vous l'acte de la Turquie? Est-ce un ordre venant des États-Unis ou une initiative entre guillemets personnelle? De toute évidence, il s'agit d'une provocation. D'une provocation de la part d'un homme, le président Erdogan, qui est connu non pas pour son imprévisibilité, mais pour sa mégalomanie. C'est un homme qui à la fois suit, comme on dit aujourd'hui, l'agenda américain, mais a son propre calendrier d'action, son propre programme. Alors, pourquoi être passé à l'acte? Tout simplement parce que les Russes étaient en train de matraquer, non pas des rebelles syriens, comme dit l'AFP, mais des rebelles dits turkmènes, minorité protégée, grosse minorité, en fait des Turcs nomades, protégés par la Turquie, par Ankara, par M. Erdogan. Mais à l'intérieur de ces Turkmènes, il y avait certainement plusieurs milliers de Tchétchènes. Et les communiqués du Kremlin disent bien qu'on était en train de frapper des ressortissants russes, citant le chiffre de 2000. Ce qui était intolérable pour M. Erdogan. Nous n'entrerons pas encore tout de suite, c'est-à-dire aujourd'hui, dans le détail de ces événements, mais par cette action, M. Erdogan veut signifier qu'il a de facto instauré une zone d'interdiction de vol, à la fois pour